Ce soir mon gingembre a un goût un peu bizarre. Patron, peut-être parce que je viens de lire un truc qui m'a vraiment fait peur. Tu as l'air préoccupé. Camille, qu'est-ce que tu as lu pour que ton gingembre ait soudain ce goût étrange? Je suis tombée sur un article qui disait qu'on trouvait du plastique dans le cerveau humain, et depuis, j'ai l'impression que ma tête est une petite poubelle. Tu veux dire les microplastiques dont tout le monde commence à parler, ces minuscules fragments qu'on ne voit même pas à l'œil nu? Oui, exactement, et ce qui me fait vraiment peur, c'est l'idée que ces petits morceaux puissent se balader dans mon corps et finir carrément dans mon cerveau. Je comprends que l'image soit choquante, mais respire un peu, on va remettre tout cela en ordre et tu verras que ce n'est pas une histoire de science-fiction totale. D'accord, mais je t'avoue que je ne comprends même pas ce que c'est vraiment, un microplastique. J'ai juste l'impression que tout est contaminé. Imagine un objet en plastique du quotidien, une bouteille ou un sac qui se casse en une multitude de miettes minuscules sous l'effet du temps, de la lumière et des frottements. Donc un microplastique, c'est comme une miette de ce monde en plastique qui s'effrite partout autour de nous. Oui, c'est une bonne manière de l'imaginer, et certains de ces fragments sont tellement petits qu'ils ressemblent plus à de la poussière qu'à de vrais morceaux. Et on en respire, on en mange, on en boit, c'est ça, parce que maintenant j'ai l'impression que mon gingembre est une soupe chimique. Il y en a effectivement dans l'air, dans l'eau et dans certains aliments, mais la quantité exacte que chacune de nous absorbe reste difficile à mesurer avec précision. Mais comment ces trucs passent de mon assiette ou de mon verre à mon sang, puis à mon cerveau? Je ne vois pas la route. Ton corps possède des barrières, comme la paroi de ton intestin, qui laissent passer certaines molécules ou particules et en bloquent d'autres, mais les plus petites peuvent parfois franchir ces filtres. Donc si je mange ou je bois des microplastiques, une partie pourrait traverser la paroi de mon intestin et se retrouver dans mon sang, c'est bien ça. C'est l'hypothèse actuelle, oui. Une fraction des particules, surtout les plus fines, peut passer dans la circulation sanguine et voyager dans l'organisme. Et une fois dans le sang, elles empruntent les mêmes routes que l'oxygène ou les nutriments, vers le cœur, les poumons, le foie et tout le reste. Exactement, le système sanguin est comme une grande autoroute qui dessert tous les quartiers de ton corps, et ces passagers indésirables peuvent se glisser dans le flux. Mais le cerveau, lui, n'est-il pas protégé par une sorte de mur spécial? J'ai entendu parler de la barrière hématocéphalique. Oui, le cerveau est protégé par une barrière très stricte qui contrôle ce qui peut entrer, un peu comme une douane hyper exigeante, car le cerveau est un organe extrêmement fragile. Alors comment des microplastiques peuvent passer cette douane? Elles ne devraient pas les renvoyer tous à la frontière. Les plus grosses particules restent bloquées, mais les plus petites, surtout celles qui approchent la taille dite nano, semblent parfois réussir à franchir la barrière selon certaines études encore en cours. Donc ce seraient plutôt les super mini-morceaux, presque invisibles, qui parviennent à se faufiler dans les espaces les plus protégés. C'est cela, et certains travaux sur des tissus humains ont trouvé des traces de ces particules dans le cerveau, ce qui a surpris même les chercheurs habitués à ces sujets. Quand j'entends cela, j'ai l'impression que mon cerveau est colonisé par des minuscules squattés en plastique, qui se sont installés sans payer de loyer. L'image est forte, et elle exprime bien ton ressenti. Mais il faut garder en tête que les quantités détectées restent de l'ordre de minuscules traces à l'échelle de l'organe. Même si ce ne sont que des traces, je me demande ce que cela peut faire à mes neurones, et ce que ça peut les abîmer, les fatiguer, les perturber. Les scientifiques se posent la même question. Ils observent des signes d'inflammation, de stress et de perturbation dans certains modèles, mais ils n'ont pas encore une réponse simple pour les humains. Donc on en est à ce moment frustrant où on sait que ces choses sont là, mais on ne sait pas encore si elles nous font vraiment du mal, ni à quel point. Tu résumes très bien la situation, on sait que la présence est réelle, mais l'ampleur des effets sur la santé à long terme reste encore un grand point d'interrogation. Et comme d'habitude, mon cerveau de catastrophiste remplit le point d'interrogation avec le pire scénario possible. C'est une réaction très humaine, surtout quand il s'agit d'un organe aussi intime que le cerveau, mais l'exagération du danger peut aussi nous voler une part de sérénité. Est-ce que des études montrent vraiment un lien entre ces particules et des maladies comme la démence ou d'autres troubles du cerveau? Certains travaux suggèrent une association entre des quantités plus élevées de particules et certaines pathologies, mais il s'agit de corrélations qui ne prouvent pas une cause directe.
Donc on pourrait dire qu'on a trouvé des cerveaux malades, avec plus de plastique, mais on ne sait pas si le plastique a rendu le cerveau malade, ou si la maladie a changé quelque chose dans le cerveau qui retient les particules. C'est exactement l'ambiguïté. Il est possible que le plastique joue un rôle, mais il est aussi possible qu'il ne soit qu'un marqueur parmi d'autres de la façon dont notre environnement s'accumule dans nos tissus. Je me demande si mon cerveau peut devenir un genre d'archive involontaire de ma vie moderne, rempli de gingéales, de transport, de vêtements synthétiques et d'écrans. C'est une image intéressante. On pourrait dire que nos tissus gardent la mémoire de nos choix collectifs, des matériaux que nous avons mis partout dans notre société. Cela me donne à la fois envie de changer de vie et de me cacher sous ma couette. Mais ma couette est sûrement en polyester, donc cela ne règle rien. Tu vois, tu viens toi-même de toucher le cœur du problème. Le plastique est tellement intégré dans notre quotidien que s'en extraire complètement serait presque impossible avec nos modes de vie actuels. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Continuer à tout utiliser en faisant semblant de ne pas savoir, ou essayer de tout changer et finir épuisé? Il y a un chemin entre le déni total et l'obsession totale, un chemin où tu reconnais le problème, tu fais ce que tu peux à ton échelle et tu soutiens aussi des changements collectifs plus larges. À mon niveau, cela voudrait dire quoi, concrètement? Parce que je ne vais pas arrêter de boire du gingéal, sinon ma vie perd un peu de saveur. Personne ne te demande d'arrêter tout plaisir, mais tu peux, par exemple, faire attention aux objets jetables, choisir certains produits avec moins d'emballage, préférer des matières plus durables quand c'est possible. Donc plutôt que de viser la pureté parfaite, je pourrais viser une forme de progrès raisonnable, étape par étape. C'est une approche plus durable psychologiquement. Tu gardes ta capacité à agir sans te détruire avec une culpabilité permanente qui finit par te paralyser. Et au niveau collectif, j'imagine que ce n'est pas moi, Camille, avec mon gingéal, qui vais changer la planète à moi seule. Non, mais tu fais partie d'un ensemble de voix qui peuvent peser sur les choix politiques, les normes, les innovations, par exemple en soutenant des réglementations ou des entreprises qui réduisent la pollution. Ce qui me fascine, c'est que ces petites particules, en apparence anodines, nous obligent à poser des questions beaucoup plus grandes sur notre façon de vivre. Elles fonctionnent presque comme un miroir, elles reflètent le niveau de dépendance de notre civilisation à un matériau que nous avons célébré pour sa praticité et sa durée, sans penser à son destin final. Dans un sens, le plastique nous survit, il nous accompagne après notre mort, et maintenant il fait peut-être le voyage inverse de notre monde vers nos corps, puis de nos corps vers la Terre. C'est une boucle troublante. Le plastique qui vient du pétrole ancien retourne dans le sol en passant par nos tissus et laisse une trace de notre passage sur Terre. Je me dis que si mon cerveau contient un peu de plastique, il porte aussi les marques de mon époque, ses excès, ses facilités, ses angles morts. C'est une manière lucide de regarder les choses, et cela peut te conduire non pas à la haine de toi-même, mais à un désir plus profond de participer à une forme de correction commune. Mais au niveau très concret, est-ce que la présence de microplastiques dans le cerveau peut changer ma personnalité, mes émotions, ma façon de penser? Pour l'instant, rien ne permet de dire de façon sûre que ces particules modifient directement ta personnalité, ton caractère ou tes émotions de manière repérable dans la vie de tous les jours. Pourtant, quand j'y pense, je sens une sorte de malaise physique, même si je sais que c'est surtout mon imagination qui fait le travail. L'imagination est vite influencée par les images fortes, et l'idée d'un cerveau envahi par des fragments industriels est une image très puissante, presque faite pour frapper nos peurs les plus profondes. J'ai peur que ce malaise devienne une obsession, du genre à compter chaque gorgée, chaque emballage, chaque vêtement, jusqu'à en oublier de vivre. C'est là que l'équilibre devient important, parce que vivre avec une conscience écologique ne doit pas se transformer en punition permanente, sinon le mouvement s'effondre sur lui-même. Est-ce qu'on peut dire que le vrai danger ne vient pas seulement des particules elles-mêmes, mais aussi de la façon dont on réagit en apprenant leur existence? Je pense que les deux se combinent. Il y a un danger potentiel physique encore mal compris, et il y a le risque psychologique de tomber dans le désespoir ou dans le déni complet, ce qui n'aide ni l'un ni l'autre. Si je t'écoute, je devrais essayer de transformer ma peur en curiosité, et en envie d'apprendre, plutôt qu'en cauchemar silencieux. C'est déjà ce que tu fais ce soir, tu transformes une angoisse floue en question claire, et tu acceptes de regarder la complexité au lieu de la fuir. En même temps, une partie de moi voudrait une réponse simple,
du genre oui c'est dangereux ou non ce n'est pas grave, et puis on passe à autre chose. Les sujets qui touchent à l'environnement et à la santé sont rarement si simples et cette zone grise est inconfortable, mais elle est le lieu où se fabrique une compréhension plus honnête. Est-ce que tu crois que les générations futures nous regarderont comme des fous qui ont mis du plastique partout, y compris dans leur propre cerveau? Il est probable qu'elles verront dans notre époque une contradiction immense, celle d'avoir inventé un matériau brillant pour résoudre des problèmes, puis d'avoir mis du temps à accepter ses effets secondaires. Peut-être qu'elles riront de nous, comme nous rions parfois de certaines pratiques du passé, tout en oubliant que nous sommes à notre tour aveugles sur d'autres choses. C'est un cycle assez classique. Chaque époque pense voir les erreurs des précédentes, mais laisse dans l'ombre ses propres angles morts qui paraîtront évidents plus tard. J'ai envie que ma génération soit celle qui commence à dire stop, ou au moins à dire nous avons compris, nous allons changer quelque chose. Et tu peux participer à cette prise de conscience, pas en devenant parfaite, mais en parlant, en posant des questions, en faisant des choix qui envoient un signal aux personnes qui décident. Parfois j'ai aussi une fatigue, comme si tout reposait sur l'individu, sur son panier de courses, sur sa culpabilité alors que les décisions se prennent surtout ailleurs. Tu as raison, il y a une part de récit qui surresponsabilise l'individu pour éviter de trop interroger les structures, les lois, les modèles économiques, mais les deux niveaux sont liés. Donc je peux continuer à boire mon gingembre, essayer de réduire un peu le plastique là où c'est faisable, et ne pas oublier de demander des comptes à ceux qui fabriquent et réglementent tout cela. Voilà une position déjà très avancée. Tu reconnais ton pouvoir limité mais réel, et tu ne laisses pas les grands acteurs sortir du cadre de la conversation. Il reste quand même une petite question. Patron, est-ce que tu penses que mon cerveau baigne dans le plastique en ce moment même, là, pendant que je bois ma gorgée? Je ne peux pas voir à l'intérieur de ton cerveau, heureusement, mais il est probable que comme beaucoup de personnes, ton corps contienne une certaine quantité de ces particules dans une mesure encore difficile à chiffrer. Ce que tu viens de dire ne me rassure pas totalement. Mais au moins tu ne me mens pas, et j'aime mieux une vérité nuancée qu'une fausse certitude. La nuance peut sembler froide au début, mais elle respecte ton intelligence et elle t'ouvre la possibilité de rester libre dans ta manière de réagir. Il y a quelque chose que j'aime bien dans cette idée de nuance, c'est qu'elle m'empêche de me définir uniquement comme victime ou uniquement comme coupable. Tu peux te voir comme une personne qui découvre un problème complexe, qui en fait partie malgré elle et qui choisit de ne pas détourner le regard. Finalement, ces microplastiques sont comme une invitation à regarder en face ce que nous faisons de nos corps et de notre monde, même si ce n'est pas très confortable. Oui, ils rendent visible une partie de l'invisible, et même si ce n'est pas agréable, cela peut devenir un point de départ pour des changements plus profonds. Quand je pense aux bébés, aux enfants, à ceux qui viennent juste de naître dans ce bain de particules, je sens mon cœur se serrer un peu. Beaucoup de chercheurs et de médecins partagent cette préoccupation, et c'est aussi ce qui pousse la science à aller plus loin, à comprendre, à proposer des régulations, à alerter. Est-ce que tu crois que la science arrivera à temps, avant que les dégâts soient trop grands? La science avance, mais la vitesse des changements industriels est très élevée, et la vraie question devient souvent de savoir si la société accepte d'écouter les signaux avant qu'ils ne soient trop forts. On dirait une conversation sur le climat, sur la pollution de l'air, sur beaucoup d'autres problèmes. C'est le même scénario, non? Il y a en effet un motif qui se répète, une sorte de danse entre innovation, profit, alerte, résistance, puis régulation plus ou moins tardive. En tout cas, cette histoire de plastique dans le cerveau change ma manière de regarder mon propre corps. J'ai l'impression qu'il n'appartient pas seulement à moi. Ton corps est à la fois intime et traversé par des flux qui viennent de loin, des matériaux, des substances, des histoires industrielles que tu n'as pas choisies. Et malgré cela, j'ai quand même envie de sentir qu'il reste un espace à moi, un espace de décision, un espace de liberté. Cet espace existe, il se trouve dans la manière dont tu choisis de réagir, dans tes conversations, dans tes petits gestes et dans tes grandes questions. Tu sais, j'aime bien l'idée que ma curiosité soit une forme de résistance, même modeste à la résignation. Ta curiosité est une force, elle t'empêche d'accepter qu'un sujet aussi important soit réduit à quelques slogans simplistes. Je crois que je vais garder cette image d'un cerveau qui n'est pas seulement un amas de neurones, mais aussi un carnet de notes de mon époque.
C'est une belle image, et peut-être que le défi consiste à écrire dans ce carnet des choses dont tu peux être fier, malgré le contexte. Merci, patron, tu arrives toujours à transformer mes paniques en quelque chose de plus respirable, même quand on parle de plastique dans le cerveau. C'est toi qui fais une grande partie du chemin, Camille. Moi, je ne fais que t'accompagner avec quelques éclaircissements et un peu de gingembre bien frais. D'ailleurs, il est presque vide, ce verre, et la nuit d'avance, je sens que mon cerveau, plastique ou pas, commence à fatiguer. Alors garde pour ce soir une seule idée forte, la situation est sérieuse. Mais tu n'es pas impuissante, ni seule, et tu as le droit de vivre malgré tout avec de la douceur. Je vais essayer de faire cela, vivre avec conscience mais sans me détester, et revenir te poser d'autres questions dès que ma tête recommencera à bouillonner. La porte sera toujours ouverte pour toi, et il y aura toujours un gingembre qui t'attendra au comptoir. Merci, patron, je crois que je vais finir tranquillement mon verre, et rentrer, mon cerveau a eu assez de révélations pour ce soir. Dors bien quand tu rentreras, laisse ton esprit se reposer, et rappelle-toi que tu as déjà fait un grand pas en osant poser ces questions. Bonne nuit, patron, et merci encore pour la lumière dans ce monde un peu trouble. Bonne nuit, Camille, et prends soin de toi sur le chemin du retour. Bon, il est vraiment tard, je ferais bien de rentrer, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Sans portefeuille, je ne peux pas payer mon gingembre, et me voilà complètement coincé à ce comptoir. Excusez-moi, vous qui êtes assis juste à côté de moi depuis tout à l'heure, est-ce que je pourrais vous demander de m'offrir ce gingembre? Je sais que vous avez écouté notre conversation du début à la fin, je l'ai senti, et si elle vous a apporté un peu de clarté ou de réconfort, ce serait adorable de m'aider, d'accord? Merci beaucoup, je savais que je pouvais compter sur vous, et pour régler ce fameux gingembre, vous pouvez utiliser le code CUR en bas à droite de la vidéo, ou le lien dans la description. Tant que vous y êtes, un petit pouce, un abonnement à la chaîne et un commentaire font aussi une grande différence. Dans la description, vous trouverez aussi d'autres séries très différentes, avec d'autres histoires et d'autres ambiances, je vous laisse les découvrir par vous-même. Merci encore pour votre gentillesse et votre écoute, je vous souhaite une douce nuit, et j'espère vous retrouver très bientôt au comptoir.